Le monde de demain? À supposer qu'il y ait toujours quelques mondes, a en tout cas d'ores et déjà subtilisé l'avenir. L'éventualité toujours en vue d'un autre monde qui fut la contrepartie du présent calculable. L'épreuve a d'abord été la double sidération d'être incarcéré à domicile, privé du droit de sortir, et de la force de cette sidération à nous plier à la suppression de la liberté, c'est-à-dire de cet étrange avenir qui impose d'accorder le monde au droit. De la foule accablante des récriminations qu'aura généré le virus, en parasitant le corps reproductif du monde, fleurit le cerisier d'une révélation lapidaire, la fin de la liberté. On l'a entendu mentionner tant de fois, certes, mais cette insistance a rejeté dans l'ombre l'étrangeté de la liberté. C'est sans doute que la liberté est trop confondue avec le droit d'être libre. Le droit est en effet toujours accordé par une autorité souveraine qui peut à tout moment le suspendre, voire le supprimer entièrement. Ce dont nous avons fait l'épreuve. La liberté ne peut être donnée, ni gagnée, car elle n'est pas quelque chose, pas plus qu'elle n'est un pouvoir. Elle n'a rien à voir avec l'action, ni avec le monde. Elle n'est pas de ce monde, ni présence, ni présente. Elle ne peut pas non plus être déniée, bien qu'elle puisse être reniée, puisque le droit peut renoncer à sa généalogie en décrétant sa propre suspension. Le virus invisible a d'abord, à travers toutes les victimes, atteint la liberté. La politique de l'Europe fut un temps guidée par l'idée de liberté. Les révolutions furent le déclenchement, le mécanisme interne faisant marcher sans fin l'automate du progrès. Le quasi-enthousiasme du spectateur de la révolution, comme le diagnostiquait Kant. L'après-virus pourrait marquer la fin de la révolution. Il n'y aura peut-être tout simplement plus de demain, car le jet de la liberté, dont la révolution aura été longtemps le rythme, aura été parasité par un virus biomoral généré par ce système que le monde aura sans cesse prémédité. La liberté n'a sans doute jamais été pure. Elle a sans doute toujours déjà contenu son propre virus, à quoi on la reconnaissait. La révolution n'a sans doute jamais visé la liberté. Elle n'a peut-être toujours visé la liberté comme condition excédentaire qu'à travers l'égalité, égalité des droits qui pouvaient se thématiser comme politique et comme culture, bref, comme économie de la civilisation. Les droits ont dès le départ subtilisé la liberté, en y substituant la rhétorique de la souveraineté. La liberté était sans doute déjà contaminée par son incarnation, qui ressemble à présent à l'inoculation de ce virus à deux faces. D'une part, la pandémie qui infecte le sujet dans la fatalité de son corps, et d'autre part, la réaction biomorale qui neutralise les droits de ce sujet pour mettre à l'abri son impuissance. Les révolutions avaient libéré l'économie de la liberté par l'égalité et l'avaient traduite en droit, ce shibboleth qui permet de distinguer l'ami de l'ennemi, comme le définit Hegel. Cependant, la liberté restait, dans la réserve de son inconditionnalité, l'horizon de toute pratique, liée par le devoir de la liberté. Car la liberté est la suspension ou la justice, c'est-à-dire la pensée, ne se pensant pas encore, qui projette l'ombre de son agonie, son corps ou sa nuit, sur les objets qu'elle conforme dans l'instant où elle se saisit d'elle-même. On a assisté sidérés, tous compulsivement consentants, tous avec tous, à la suspension des droits qui déliaient le droit de la liberté. On a dû consentir à ce que tous les hommes renient la liberté, à ce que les masses humaines unanimes dans la morale informationnelle de la préservation de la vie, renonçant même à l'expérience du vécu, se dédient en se défaisant de la liberté, y compris sous la forme insidieuse du droit. Le reniement de la liberté n'est plus l'exclusif des régimes totalitaires, mais est devenu le bien commun des hommes, au nom de l'affirmation de la vie comme affirmation pure. La liberté se retire, sans dernier mot, sans adieu. Elle avait peut-être été oubliée déjà bien longtemps avant. On s'est intoxiqué de programmes, vantant la suspicion générale sous le nom de distance sociale, présentée comme respect, voire amour d'autrui, ce qui consiste à voir en chacun une menace vitale. L'homme en tant qu'espèce, ensemble de vivants et à des caractères communs, est effectivement devenu un loup pour l'homme. En tant qu'animal biologique, il est le vivant machinant sa prédation,
ni animal politique, ni animal historique, mais un loup pour un loup. Cette distance sociale aura été promue comme respect, là où son principe, qui est l'appartenance à la race des hommes, est au contraire l'impossibilité de tout respect. L'anxiété de chacun vis-à-vis de tous les autres aura été précédée par la peur d'une autre contamination, celle de la fumée du tabac, produisant les mêmes réflexes hostiles au nom du même principe médical. La suspicion générale aura été aussi précédée par le système d'organisation économique de la civilisation d'ensemble qui automatise la concurrence généralisée, ordonnant la menace de tous contre tous. La démolition systématique de l'État par l'État, la dépolitisation du public, qui n'est pas pourtant son passage dans la sphère privée, malgré son nom de privatisation, a produit un domaine ni public ni privé, hors de toute compréhension, où les entreprises sont l'abolition mutuelle du privé et du public. Ce domaine est le lieu d'une métamorphose qui transforme l'acteur en pur acte par la bio-informatisation de ce que l'on a nommé l'âme, la conscience, le psychisme, naguère. La vie disparue derrière le vivant comme programme, comme hub informationnel dont le corps est l'ombre. Le vivant n'est ni à l'extérieur ni à l'intérieur, comme l'ordinateur, confiné dehors, externalisé dedans. L'information est l'existence même, le pur acte d'être. La mécanée de l'être, sa machination, loge comme un virus dans l'existence qu'elle automatise et éternise. Le vivant branché répond automatiquement aux évidences morales qui lui enjoignent de prendre soin de sa préservation, auquel le désir est subordonné. L'instinct biomoral répond à la panique. La politique a pensé se sauver en usant de la panique comme moyen ultime d'une restauration capable de rassembler les masses, qui ne font plus peuple depuis au moins la Première Guerre mondiale, dans une direction commune. Cette direction n'est pas un but, mais simplement le fait de se placer sous la protection de l'État, qui est précisément celui qui n'a cessé d'en rajouter sur la panique. Vieux mode d'être de l'État hobbesien, qui promet de protéger contre la guerre fratricide en menaçant d'engloutir la communauté des frères. La panique se retourne fatalement contre la politique, en devenant cet instinct biomoral qui convertit la panique en une fraternité sans frères, unie par l'intuition que le politique est dorénavant caduque. Si la politique a été depuis sa fondation platonicienne la mise en œuvre de la pulsion métaphysique, elle n'en a cependant aussi toujours été que la trahison la plus flagrante. Les révolutions politiques se sont faites au nom d'une métaphysique humaniste, qui voyait dans la liberté l'essence de l'homme à venir, le nouvel homme promis par saint Paul. Elles n'ont pu, au plus, que convertir la liberté en droit. Droit à la liberté, dont le droit de commercer, dans tous les sens du terme, et le droit même, le shibboleth de Hegel. Tous les régimes issus de cette espérance d'un règne des fins, qui portait le progrès de la moralité humaniste, ont d'une part trahi cette espérance par des exterminations de masse qui ne cessent plus de se reproduire. Et plus grave encore, ont ruiné l'idée politique en dévoilant le caractère pervers de toute espèce d'espérance politique. La panique que tente d'utiliser la politique moderne pour sauver l'opportunisme qu'est toute politique, intensifiée par les moyens biotechniques de propagande contemporains, se retourne en instinct biomoral qui est le seul à même de rassembler encore ce qui ne peut plus être uni par faute de principe, des masses de hubs vivants. Là où l'on a cru que la panique devant la mort pouvait unir et fabriquer magiquement le principe d'unité, cette panique intensifiée est devenue l'instinct vital qui de loin fait voir des masses et de près donne à voir la fragmentation des vivants, l'effet de masse et le fractionnement infini de ce qu'agrège la perspective statistique des sciences contemporaines. De même, l'immensité du monde, hyper étendue par l'universalité qui le borde, n'est guère qu'un point, aussi petit qu'il se croit grand, l'immense et l'infime. L'agrégation informationnelle désagrège ce qu'elle agrège. Jamais l'acte de parole n'a été moins performatif quand la performativité ne cesse plus d'être invoquée. La parole, toujours déloyale parce que suspendue, doit être remplacée par une efficacité algorithmique qui mime la performativité mais ne performe toujours
que le passé qu'il provoque. L'agrégation cognitive des comportements permet de les provoquer en les convoquant. L'état de siège sanitaire a répété l'état d'urgence antiterroriste en jouant sur le plaisir à se faire peur, qui se réplique en plaisir à s'enfermer. Jouant à l'avance la victime d'une guerre naturelle, on surjoue la peur en feignant un corps menacé, vulnérable, que l'on a pourtant déjà remis à l'avance à la puissance de la science biomédicale. Le corps parasité et dévoré par un virus convoque l'instinct biomoral, feignant la spiritualité par son intérêt à vivre qui agrège une masse identitaire, communiant dans une sorte de compulsion sacrificielle. L'algorithmique de l'instinct biomoral est la genèse du vivant branché sur la prédiction informationnelle qui le spiritualise pour le massifier, sous la menace de l'apocalypse qu'elle promet pour la conjurer. Y répondrait peut-être le harcèlement du passage de la rotative algorithmique par le hasard de la suspension, du flottement indisponible. Y répondrait peut-être de plonger la compulsion des lignes de vie, le tracé prédictif de toute ligne, qui est toujours le plan d'un vouloir dire, dans les couleurs qui absorbent tout rivage. Le deuil nous met à l'agonie. Le deuil où la survie précède la genèse dont elle se libère. Le jeu de la liberté se lance dans sa propre genèse, qu'elle habite en la relançant inlassablement. Elle loge dans les droits qui la menacent en vain. Tout droit y est suspendu, et la suspension des droits est celle du monde. Liberté de la suspension, sans fond ni ciel, d'une chute qui ne tombe point, du flottement infini et somnambule de la seconde méditation de Descartes. Comment conjurer les droits pour en appeler à la liberté? Où comparer la liberté d'abord, si ce n'est dans le corps? Le corps dont la vulnérabilité n'est pas la fragilité, mais l'insaisissabilité, que dissimule ce qui semble être sa disponibilité à toutes les peines. Où est la liberté, sinon dans ce corps en deuil, toujours abandonné à ses biefs, et ses silhouettes, là même où il ne cesse de prier, d'emporter l'agonie en toute amitié.